Donc, bienvenue à tout le monde. C'est la première fois que je fais un atelier en visioconférence. En fait, la bonne nouvelle, c'est que j'ai commencé un atelier quand même hier pour les fumeurs. Et donc, ça a l'air de bien fonctionner. Depuis le confinement, j'ai dû me résoudre à faire des séances d'hypnose par visioconférence. Donc, heureusement, la bonne nouvelle, c'est que depuis un mois, ça fonctionne tout aussi bien, pour la plupart en tout cas de mes patients. Et puis j'ai même fait une première là depuis 10 jours. J'ai même vu des nouveaux patients. Et donc même avec des patients avec qui je n'ai pas fait d'hypnose, eh bien ça fonctionne. On a pu obtenir de très bonnes qualités d'état hypnotique. Et il y a une raison pour ça, c'est qu'en fait l'hypnose n'est rien d'autre que de l'auto-hypnose. On a fait beaucoup de recherches pour essayer de comprendre ce qu'est l'hypnose. Et je vous décrirai d'ailleurs un petit peu plus loin pourquoi effectivement l'hypnose est de l'auto-hypnose. Mais d'abord, une petite présentation. Donc, je m'appelle Éric Merlot, je suis médecin neuropsychiatre et j'ai découvert l'hypnose il y a une petite trentaine d'années quand j'étais étudiant en médecine. Un peu par hasard, j'étais intéressé par la psychosomatique et donc j'étais dans on va dire, la Mecque de la psychosomatique en Europe, qui est l'hôpital universitaire de Genève, où effectivement il y avait tout un panel toute une équipe pluridisciplinaire, en tout cas, des psychiatres, des psychologues, des médecins, des psychosomaticiens. Et donc, voilà, je voulais effectivement découvrir ce qu'étaient les différentes approches de la psychosomatique. Et le premier jour, le cours, c'était justement un cours d'hypnose thérapeutique donné par un psychiatre, le docteur Philippe Bourgeois, que je remercie encore depuis tout ce temps, qui m'a fait effectivement découvrir l'hypnose et l'auto-hypnose d'ailleurs, puisque j'ai pu traiter mes migraines ophtalmiques dont je souffrais depuis que j'étais tout petit avec cette méthode. Après mon stage, je suis revenu en Belgique, après quelques séances d'hypnose et des séances d'auto-hypnose, et j'ai été libéré de mes migraines. J'ai pu diminuer mes médicaments progressivement, et effectivement, voilà, j'étais guéri. Et donc ça m'a vraiment convaincu d'apprendre l'hypnose, l'auto-hypnose à mes patients. Donc j'ai assez rapidement fait de la thérapie. Et je vais justement vous raconter le cas d'un de mes patients, un jeune patient de 11 ans, qui en fait était atteint d'asthme assez grave. Il était allergique à 21 allergènes depuis qu'il était tout petit d'ailleurs. Il était né allergique, comme son propre père d'ailleurs. Il y avait une hérédité claire. Et il faisait plusieurs crises malgré un très gros traitement, cortisone, les puffs, etc. Et donc, en fait, je m'occupais de sa mère qui était très dépressive et qui en pouvait plus. Sa fille était d'ailleurs énurétique également. Donc, je lui ai dit, écoutez, si je peux vous soulager, l'hypnose peut aider l'asthme et l'énurésie d'ailleurs. Donc, ça pourrait déjà vous soulager. Elle était seule à s'occuper de deux enfants et elle craquait complètement. Et donc, j'ai traité ce petit garçon d'abord, et c'est surtout de lui que je veux parler, parce qu'en fait, la première fois où j'ai fait une hypnose avec lui, il commençait une crise d'asthme. Et en fait, il ne croyait pas à l'hypnose. C'est sa mère qui l'avait emmené là pour être traité, mais lui n'avait pas du tout de croyance dans l'hypnose. Et donc, je lui dis, tiens, écoute, toi qui ne crois pas à l'hypnose, essayons. Parce qu'en fait, il venait de monter les 3 étages de mon appartement de l'époque, et il commençait une crise, il avait dû rencontrer quelques allergènes. Et puis, il allait faire son puff, et je lui dis, non, 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 attends, on va, on va essayer l'hypnose, et puis si jamais ça ne marche pas, tu as ton puff à côté de toi, et tu le fais. Et donc, il est d'accord, on fait l'induction hypnotique, tout se passe très bien, la crise d'asthme s'arrête, et à la fin de l'hypnose, il me dit, ah bah oui, génial, j'ai pas eu besoin de mon médicament. Il rentre chez lui, il revient une semaine après, et il me dit un truc qui m'a subjugué. Il me dit, ah ben ça marche bien l'hypnose. Non, il n'a pas dit si hypnose, il a dit ça marche bien votre truc. Alors je dis, mais quel truc? Bah, le truc que vous m'avez appris là, c'est un petit tournésien. Et je dis, mais de quoi tu parles? Et alors il me dit, bah, j'ai fait comme avec vous, que j'ai commencé une crise d'asthme. Là,
le lendemain et j'ai fait comme avec vous. J'ai gardé ma main et puis ma main s'est soulevée toute seule. Donc, on avait pratiqué une lévitation du bras. Et donc, sa main devait rejoindre ses yeux pour que ses yeux se ferment. Et quand ma main s'est fermée, mes paupières se sont fermées, j'ai pu effectivement voir une bagarre. Enfin, on avait simulé toute une histoire thérapeutique pour que ses bronches s'ouvrent et qu'il puisse respirer malgré l'allergie. Et donc, je dis, mais quoi, et t'as pas pris ton médicament? Bah non. Bah, d'ailleurs, je l'ai fait 4 fois comme ça, hein, ça a marché chaque fois. Je dis, ah bon? Donc, je n'ai jamais parlé d'auto-hypnose. Donc, intuitivement, ce petit garçon de 11 ans a compris, en fait, ce qui lui arrivait pendant l'hypnose. Et il a compris que c'était des mécanismes qu'il avait en lui et il les a simplement reproduits. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah oui, c'est évident. Lui, il n'a pas eu de cours d'hypnose, il a pu le faire sur lui-même. Donc, l'hypnose, c'est quoi? C'est de l'auto-hypnose accompagnée, guidée. Hein, c'est ce qu'on va faire ce soir. Je vais vous guider, je vais vous accompagner dans votre processus auto-hypnotique. Tout le monde a cette capacité à l'auto-hypnose. Il y a des personnes qui ont du mal à y avoir accès quand ils sont très méfiants. C'est pour ça qu'en général, on ne fait pas d'hypnose avec les paranoïaques. Mais à part les paranoïaques qui ne viendront de toute façon pas faire de l'hypnose, et les schizophrènes en crise, qui sont dans des formes en fait d'auto-hypnose très profondes et plutôt pathologiques, hein, comme vous le savez, à part ça, tout le monde est capable d'auto-hypnose. Donc tout le monde fait ça depuis tout petit. Là, je peux effectivement vous décrire comment le cerveau fonctionne très rapidement, hein, parce que je vous signale que ceci est un atelier. Donc, c'est en aucun cas une conférence. Comme dirait Magritte, ceci n'est pas une conférence, mais bien un atelier. Donc, l'idée, c'est vraiment de pratiquer. Hein. On va faire 4 séances d'auto-hypnose aujourd'hui, guidées, que vous pourrez d'ailleurs refaire chez vous. Vous allez recevoir un syllabus que je vous montrerai un peu tout à l'heure. Et donc, vous aurez effectivement tout le protocole exactement des séances qu'on va faire. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment lâcher prise pendant l'atelier, pendant les séances, ne pas essayer de rester conscient à tout prix de tout pour être sûr de vous souvenir de quoi que ce soit, puisque de toute façon, vous aurez les notes. De toute façon, vous vous souviendrez de l'état hypnotique. Dans plus de 70% des cas, on se souvient de tout ce qui a été dit. Dans 30% des cas, le souvenir peut s'effacer momentanément et donc on peut avoir cette impression qu'on a dormi. Je suppose que vous avez lu tous l'introduction à l'auto-hypnose et que vous avez vu effectivement que cette espèce d'impression d'avoir été inconscient, qui a d'ailleurs donné le nom à ce processus d'état modifié de conscience, le nom d'hypnose, qui fait penser au sommeil, parce qu'on a l'impression, effectivement, en état hypnotique, qu'on est endormi. Et on peut avoir cette impression, d'autant plus si on ne se souvient pas de la séance. Mais en fait, personne ne s'endort. Si on met un électroencéphalogramme sur le crâne et qu'on enregistre même les séances d'hypnose les plus profondes, moi j'ai eu un Indien, quand je travaillais à l'hôpital universitaire Bruckmann, un Indien de 18 ans, qui avait fait, j'ai fait de l'hypnose avec lui, et il respirait 4 fois par minute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 4 respirations par minute. Donc tout le monde pensait qu'il était dans un sommeil presque comateux, puisque personne n'avait jamais vu ça. Et bien non, on a fait un électroencéphalogramme dans le laboratoire du sommeil, et il était dans un état modifié de conscience, avec quelques ondes θ, donc des ondes de sommeil, des ondes électromagnétiques de sommeil, mais c'était un état d'éveil. Donc, rassurez-vous, même si vous avez l'impression de dormir, ce ne sera jamais du sommeil, ce sera, voilà, ce qu'on appelle un état modifié de conscience, entre l'état d'éveil et l'état de sommeil. Alors, c'est même parfois un état d'hyperveille. Donc, l'hypnose peut être non pas de la somnolence, mais une sorte d'hyper-attention, d'hyper-vigilance, mais focalisée sur les suggestions et sur ce que les suggestions entraînent. Parce que vous allez voir, si chacun raconte son expérience après une séance d'hypnose ou d'auto-hypnose, chacun aura une histoire un peu différente, voire complètement différente, parce que chacun a son propre imaginaire, son propre langage subconscient, et donc vous allez effectivement vous-même créer des images qui vous sont propres, créer des histoires qui vous sont propres, créer des pensées qui vous sont propres,
Et c'est ce qu'on appelle la co-créativité, c'est-à-dire que moi, j'ai créé toutes ces séances d'hypnose. Il y en a une quarantaine dans ce cycle d'ateliers de 10 ateliers. Il y en a une quarantaine de différentes qui sont chaque fois effectivement de nouvelles approches, de nouvelles attitudes, des nouvelles stratégies avec des nouvelles suggestions et qui vont vous permettre d'avoir chaque fois de nouvelles cordes à votre arc pour gérer les émotions, gérer le stress et augmenter votre confiance en soi. OK? En vous. Voilà. Et donc, cette co-créativité, c'est quoi? C'est ma créativité qui va stimuler la vôtre. Donc, votre cerveau va répondre à sa manière, en fonction d'ailleurs de ses besoins. Donc, c'est ça le truc assez génial, c'est qu'en fait, le cerveau va distinguer dans les mots, dans les pensées, dans les idées que je vais émettre, proposer, parce que ce ne sont pas des suggestions directes, ce sont des propositions, et votre cerveau va prendre ce qui lui manque ou ce qu'il a envie d'intégrer, les pièces du puzzle qui peuvent justement lui permettre de fonctionner mieux, en tout cas dans votre vie émotionnelle. Donc voilà un peu comment je peux vous décrire l'hypnose et l'auto-hypnose. Peut-être dire qu'effectivement, depuis votre naissance et peut-être déjà avant, votre cerveau passe par des états modifiés de conscience tous les jours. Et alors, ce qui a été la grosse découverte dans les années 30, 40, vous savez qu'on a découvert donc, que le cerveau dormait avec des cycles de modification de la conscience qui sont différents. Donc avant, on pensait qu'on s'endormait le soir et qu'on se réveillait le matin et que le sommeil, c'était un état stable. Pas du tout, c'est un état extrêmement fluctuant. Vous savez qu'on passe par des phases de sommeil d'abord léger, moyen, profond, puis très profond, et puis il y a le fameux sommeil paradoxal. Et ce sommeil paradoxal, c'est un sommeil qui paraît de l'extérieur assez léger parce que les paupières bougent beaucoup. On appelle ça les phases REM. Donc les paupières sont animées de petits mouvements comme ça, chaotiques, que vous allez vivre d'ailleurs, parce que c'est une des analogies avec le sommeil, il y en a quand même, c'est que les yeux vont faire des mouvements oculaires à partir du moment où vous allez commencer à visualiser les choses. Laissez faire, vous allez sentir ça au niveau des paupières, vous allez avoir des petits clignements automatiques, laissez-les faire surtout parce que si vous les contrariez, vous contrariez l'état hypnotique. Donc, il faut le dire parce que certaines personnes, ça les dérange. Et si ça les dérange, évidemment, ça perturbe leur concentration et donc leur état modifié de conscience. Donc, on s'est rendu compte qu'on passait par ces phases de sommeil paradoxal entre 10 à 20 minutes toutes les 90 minutes, toutes les 90 minutes pour les Français qui nous écoutent. Et ces phases se reproduisent en général 5 à 6 fois sur la nuit. Et donc, on pensait après ça que quand on se réveillait le matin, l'état était continu, on est éveillé jusqu'au soir, on s'endort et là, on commence des variations. Et évidemment, on a découvert que pendant la journée aussi, notre cerveau fait des variations sur les mêmes cycles. Il n'y avait pas de raison en fait, mais on l'a découvert. Sur les aéroports de GI américains, on s'est rendu compte en fait qu'ils faisaient des erreurs d'aiguillage du ciel, les aiguilleurs du ciel, et que ces erreurs avaient une séquence. Parce que vous connaissez les Américains, ils analysent tout, ils se sont dit, tiens, il y a des accidents de temps en temps, en tout cas il y a des erreurs, heureusement il n'y avait pas des accidents à chaque erreur, mais donc on a commencé à filmer ces militaires, ces aiguilleurs du ciel. On les a même enregistrés avec des électroencéphalogrammes et on s'est rendu compte effectivement qu'ils avaient des difficultés de concentration toutes les 90 minutes, donc toutes les 90 minutes pendant 10 à 20 minutes. Et que c'est à ce moment-là que l'inattention par rapport à l'extérieur produisait des pertes d'attention par rapport à leurs signaux d'alarme qu'ils pouvaient avoir devant eux. Et effectivement, si vous écoutez, si vous ne buvez pas de café, si vous ne prenez pas de psychostimulants et que vous écoutez votre corps, vous allez remarquer
surtout si vous faites un travail de concentration continue, vous allez remarquer qu'il y a des moments où vous oubliez un mot, vous oubliez un nom, un numéro de téléphone, vous êtes déconcentré, vous devez relire 3 fois la même ligne. Donc on a tous des moments comme ça dans la journée qui sont périodiques, où on a des difficultés de concentration. Pourquoi? Parce que le cerveau, il se fatigue, mais c'est surtout parce que le cerveau droit a tendance, en tout cas, à vouloir rentrer dans un état modifié de conscience. Donc, si vous viviez, et ça a été d'ailleurs expérimenté, dans une grotte pendant plusieurs jours, eh bien, vous auriez effectivement 4h30, 5 heures de sommeil par jour, et vous rentreriez dans des états modifiés de conscience, une sorte de sieste, parfois légère, parfois profonde, de 20 minutes. En général, c'est la moyenne, c'est 20 minutes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on conseille de ne jamais faire des siestes de plus de 20 minutes, parce qu'alors vous rentrez dans un vrai cycle de sommeil, alors que si vous respectez juste 20 minutes, alors il n'y a pas de souci, vous allez au contraire récupérer vos capacités de concentration et au moment de l'éveil, votre qualité d'attention et de réflexion sera bien meilleure. Donc voilà, autrement dit, Erickson d'ailleurs, qui est ce psychiatre américain qui a modernisé l'hypnose, parlait de transcommune quotidienne. Il avait remarqué, notamment avec les patients très résistants à l'hypnose, parce que vous savez que c'était une sommité aux États-Unis, et que, comme il avait révolutionné l'hypnose au milieu du XXe siècle, tous les hypnothérapeutes qui n'arrivaient pas à faire de l'hypnose avec certains patients lui envoyaient. Et donc, il se récoltait, d'ailleurs, c'est un peu mon cas à ma petite échelle, je récolte en général les patients les plus résistants à l'hypnose. Et ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est attendre de voir justement ces petits signes de transcommune quotidienne, ces petits cycles ultradiens. D'ailleurs, vous verrez, si vous voulez plus d'explications sur les cycles ultradiens, allez voir sur le site. Il y a un petit moteur de recherche, vous tapez cycle ultradien et vous aurez de plus en plus d'informations. Et donc, son truc, c'était d'observer les signes de perte de concentration. Et à ce moment-là, il induisait son état hypnotique et ça fonctionnait très bien, puisqu'effectivement, on ne faisait que surfer sur l'état modifié de conscience naturelle que le patient produisait par lui-même. OK. Donc, beaucoup de gens, d'ailleurs, sont embêtés par ces cycles ultradiens. Ils considèrent ça comme un coup de pompe, comme de la fatigue. Ils s'énervent. Ils peuvent se faire des suggestions négatives à ce moment-là, se dire « Ah, ça y est, je suis paresseux, j'ai peut-être un syndrome de fatigue chronique, je suis peut-être malade. » Et donc, on peut amplifier un état qui est en fait tout à fait naturel. Au lieu de l'utiliser, on peut l'amplifier de manière négative. Donc, on peut faire du coup de l'auto-hypnose négative. Et les messages qu'on s'envoie dans ces moments-là, mais comme on est plus réceptif, puisqu'on est dans une forme d'état d'auto-hypnose naturelle, eh bien, ces messages sont beaucoup plus puissants. Donc, si vous vous injuriez en vous disant que vous êtes paresseux, ces mots vont avoir beaucoup plus d'effets très négatifs sur votre image de vous et sur votre estime de vous-même. Donc voilà, ça c'est important de comprendre que nous allons utiliser vos capacités du cerveau, qui sont donc naturelles. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Oui, c'est vrai que je n'ai pas présenté le centre. Donc, j'ai commencé après quelques années, j'avais tellement de patients que j'ai commencé à former d'autres hypnothérapeutes. Ça fait maintenant 25 ans que je forme des hypnothérapeutes à l'hypnose. Et donc, j'ai réuni ici au centre les meilleurs sujets, mes meilleurs élèves. Et donc, nous sommes maintenant 15 dans ce centre à faire de l'hypnose thérapeutique. C'est notre point commun, mais nous travaillons aussi avec d'autres stratégies thérapeutiques comme le MDR, la PNL, la thérapie brève de Palo Alto, enfin toutes les thérapies qui sont axées sur le changement. On a des spécialistes de la méditation, de différentes méditations, parce que vous savez qu'il y en a plus de 300 différentes. On a des spécialistes dans un peu tous les domaines des thérapies, en tout cas, qui fonctionnent. Voilà. Donc, ceci étant dit, ça fait maintenant 20 ans. C'est notre anniversaire cette année. Ça fait 20 ans que nous donnons des ateliers d'auto-hypnose. J'ai des collègues qui en donnent aussi. En fait, c'est suite à la venue du professeur Daniel Araoz,
qui était professeur de psychologie et de sexologie à l'université de Long Island à New York, que j'ai invité pour faire 3 jours de formation. Alors, son domaine particulier, c'est l'hypnose en sexothérapie. Vous savez que l'hypnose donne de très bons résultats dans les problèmes sexuels. Et il y avait 2 jours pour mes élèves, mais comme il était un grand spécialiste de l'auto-hypnose, il a d'ailleurs écrit un super bouquin d'auto-hypnose pour les problèmes sexuels. Et je lui ai demandé de donner une journée d'auto-hypnose, pas sur le sujet de la sexualité, mais de manière générale. Et on a rempli un grand auditoire, c'était au cinquantenaire, on était 180 personnes, et il a fait de l'auto-hypnose avec 180 personnes, il y avait 8 séances. On a eu tellement de feedback positif de gens qui nous écrivaient, des lettres de remerciement, décrivant un peu les changements, qu'on s'est dit, bon, on va continuer, c'est trop bien. Donc voilà, c'est comme ça que ça a débuté. Donc j'ai commencé par les ateliers de gestion du stress comme ceci. C'est pour ça que maintenant, il y en a 10. Puis on a embrayé avec les ateliers d'auto-hypnose pour les problèmes de poids et de boulimie. Ensuite, il y en a 10 aussi, avec chaque fois 4 expériences, parfois 5. Puis j'ai créé le régime plaisir, qui est basé sur les stratégies du régime paradoxal du professeur Nardone pour les problèmes d'excès de poids. Là, il y a 3 ateliers. Et puis, après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Je crois que c'était les ateliers sur l'épanouissement sexuel. On en a fait 2, il y en a toujours 2 actifs. 2 sur le burn-out, puis évidemment les ateliers sur le sevrage tabagique, mais ça a été les tout premiers. Ça, j'ai commencé avant les ateliers d'auto-hypnose, mais ça, c'est pas vraiment de l'auto-hypnose, c'est vraiment de l'hypnose dirigée. Donc, le but n'est pas de reproduire les séances d'hypnose chez soi, le but est de produire des changements chez les fumeurs qui leur permettent de se libérer facilement et sans prendre du poids ou sans déprimer, sans être anxieux. Voilà, j'ai sûrement oublié des choses, mais c'est pas important. Tout est sur notre site internet. On est d'ailleurs en train de le refaire complètement. Donc bientôt, le site internet sera plus clair, plus simple que celui qui est actuel. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah, il y a quelqu'un qui ne m'entend pas. Mathilda ne m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Il faut activer une petite touche. Est-ce que Mathilda m'entend maintenant? Alors, quelqu'un n'a ni micro ni caméra. Bon, je peux pas vous aider, mais ok. Pas de questions alors sur l'hypnose, sur l'auto-hypnose, sur ce qu'on va faire. Est-ce que quelqu'un a une appréhension quelconque par rapport à l'état hypnotique? Si c'est le cas, il vaut mieux en parler avant qu'après. Sinon, il n'y a rien de tel que l'hypnose pour traiter les peurs de l'hypnose. C'est vrai que l'hypnose est probablement la technique la plus rapide, la plus efficiente pour traiter les peurs, les angoisses, les phobies, les crises d'angoisse, les angoisses des états de stress post-traumatique. Bien. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais introduire la première séance. Je vais peut-être vous montrer le plan comme ça, puisque cet outil permet de le faire. Ce n'est pas du tout indispensable, mais partager l'écran, voilà. Alors, partager l'écran. Tableau blanc, cours et suite. Voilà. Est-ce que vous voyez? Faites-moi un petit oui de la tête, oui. Donc voilà ce que vous recevrez. Bon, il y a pas mal de pages, il y a 15 pages. Donc, ceci, c'est le plan. On va faire les 4 expériences. La première va commencer par la cohérence cardiaque. Certains peut-être connaissent. Donc, c'est une technique hypnotique qui a été
élaboré aux États-Unis. On l'a beaucoup étudié. C'est d'ailleurs David Servan-Schreiber, qui était un ami, qui l'a ramené des États-Unis, la cohérence cardiaque. Donc, c'est une technique qui permet de mettre en cohérence le cerveau et les battements du cœur. Donc, c'est une technique psychoneurologique qui permet de produire un état de sérénité, un état de bien-être, mais surtout un état d'harmonie entre le cerveau et le reste du corps. Parce que si le cœur est en harmonie avec le cerveau, eh bien, tout le reste du corps l'est. Pourquoi? Parce que le système nerveux autonome est en connexion étroite avec tous les organes, avec le deuxième cerveau, hein, le tube digestif, qui est ce fameux deuxième cerveau, et qui est en relation extrêmement étroite avec le premier cerveau, qui est d'ailleurs composé de deux cerveaux, comme vous le savez peut-être, le cerveau gauche qui réfléchit, qui conceptualise, qui s'organise dans le temps et dans l'espace, le cerveau gauche qu'on utilise la plupart du temps pendant la journée, et puis le cerveau droit qui est accessible grâce à la modification de l'état de conscience et qui lui-même produit cet état modifié de conscience qui peut amener à cette rêverie qui est en fait rien d'autre qu'une auto-hypnose naturelle. Une rêverie qui peut vous faire penser à des bons souvenirs ou à des mauvais d'ailleurs, ou à des bons projets ou à des mauvais si vous êtes plutôt anxieux. Hein. Donc il faut savoir qu'effectivement, en réalité, les gens stressés sont des gens qui sont doués pour l'auto-hypnose et qui l'utilisent malheureusement dans le mauvais sens, hein, de manière négative. Donc, tous les troubles anxieux sont en fait des auto-hypnoses négatives. L'état de stress post-traumatique, par exemple, est la plus forte des auto-hypnoses avec les attaques de panique. Et donc, le cerveau est capable, malheureusement, du meilleur comme du pire, mais heureusement aussi. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, chaque personne qui souffre d'un trouble émotionnel est en général peu consciente du fait qu'elle le fait par autosuggestion et par auto-hypnose négative. Parce que l'autosuggestion est beaucoup plus puissante quand on est dans un état auto-hypnotique, c'est-à-dire quand on est dans un état modifié de conscience. Donc voilà, ça c'est effectivement très important de savoir qu'on est responsable de sa gestion émotionnelle, même si parfois, hein, comme Astérix et Obélix, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, c'est pas le cas. C'est nous-mêmes qui, à cause de fonctionnement de notre subconscient, créons des états anxieux, voire des états de panique. L'exemple de l'état de stress post-traumatique est intéressant puisque, quelque part, vous savez que donc les fonctionnements auto-hypnotiques, je terminerai mon introduction par là, les fonctionnements auto-hypnotiques sont en fait des capacités d'adaptation du cerveau. Et donc, quand vous êtes dans une situation particulièrement dangereuse, votre cerveau va se mettre à fonctionner de manière hyper adaptative. Il y a plein d'exemples d'actes héroïques comme cette mère qui qu'on sauve des flammes en pleine nuit. Donc les pompiers la sortent du deuxième étage par la fenêtre qui était du bon côté. Et puis, elle se réveille à peine en bas de chez elle et elle demande où est son bébé. Et on lui dit écoutez, c'était impossible, on n'a pas pu arriver dans les pièces du fond à cause des flammes. Et là, elle ne fait ni une ni deux, elle échappe aux mains des pompiers, elle court dans la maison en chemise de nuit, elle traverse les flammes en montant les escaliers en bois, elle va chercher son bébé, elle ressort et le bébé est sauvé. Et aucun pompier n'aurait osé traverser les flammes et elle est à peine brûlée. Pourquoi? Parce qu'elle était dans un état modifié de conscience, dans une sorte d'hypnose de survie qui lui a donné une force décuplée, une concentration effectivement extrêmement puissante pour lui faire exactement les bons gestes. Moi, j'utilise l'auto-hypnose, par exemple, parce que je fais du parapente depuis 30 ans. Depuis le temps que je fais de l'hypnose, d'ailleurs. Ça n'a pas de lien direct. Et pourtant, ça me permet de gérer des stress en plein vol qui sont parfois extrêmement paniquants. Il faut aller très, très vite quand la voile se ferme.
dans des turbulences dangereuses. Il faut avoir les bons gestes. Voilà, faut comprendre la situation pour ne pas que ça s'aggrave. Et donc, j'ai pu effectivement l'utiliser plus d'une fois, comme beaucoup d'entre vous probablement dans des situations dangereuses. Euh, vous pouvez effectivement utiliser des capacités hyper adaptatives. Au Bataclan, par exemple, il y a certaines personnes qui, pendant les attentats, ont réagi de manière hyper adaptative et tout s'est très bien passé pour eux. Et puis d'autres qui ont malheureusement mal réagi euh, et qui l'ont payé de leur vie. Donc ces capacités d'adaptation fonctionnent en général chez les gens qui sont plus doués que la moyenne pour l'auto-hypnose. Euh, Pourquoi on peut être plus doué? Parce que souvent, c'est notre éducation qui casse un peu nos dons pour l'auto-hypnose. Donc, si notre éducation a été très, très autoritaire, si on nous a empêchés de rêver quand on était enfant, parce qu'on nous disait, allez, fais quelque chose, arrête de ne rien faire, va dans ta chambre, étudie. Si à chaque fois qu'on était dans sa bulle de rêverie, eh bien, malheureusement, effectivement, vous finissez par désapprendre vos capacités auto-hypnotiques. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les artistes se retrouvent plutôt dans des familles plus permissives où on laisse les enfants avoir leur droit à l'ennui. D'ailleurs, il y a eu une campagne de Yapaka qui s'appelait Le droit à l'ennui, qui montre aux parents que c'est très important pour un enfant d'avoir des moments où il ne fait pas quelque chose, où il n'est pas dans l'action. On doit avoir des moments où on décroche de la réalité et ces moments permettent justement à l'être humain de garder ses capacités d'auto-hypnose toute sa vie. Et puis les autres, il faut qu'ils le réapprennent. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut réapprendre l'auto-hypnose. Donc même si vous avez un peu de mal à la première séance, souvent la deuxième va vous permettre d'accéder plus facilement à cet état hypnotique, la troisième encore plus, et à la quatrième, en général, tout le monde vit un état de très bonne qualité. Ça peut prendre parfois 2 ou 3 ateliers, au pire, pour des gens plus résistants. Voilà. C'est simplement une question d'apprentissage, de lâcher prise, de ne pas être trop observateur de soi. C'est pas facile quand on vit une nouvelle expérience d'être pas être observateur. Mais voilà, c'est l'idéal. Vous allez expérimenter l'état hypnotique. C'est un peu comme quand vous allez au cinéma. Si vous y allez pour écrire une critique du film dans une revue, vous allez avoir un esprit analytique et vous allez moins bien rentrer dans le film. Si vous y allez pour prendre du plaisir et pas pour tout analyser et pas pour tout critiquer, vous allez vivre le film beaucoup plus intensément et plus émotionnellement. Et donc, ce sera beaucoup plus intéressant que si vous le regardez avec votre cerveau gauche de façon plus analytique. Ok, je vois quelqu'un qui baille, je pense que je devrais arrêter de parler et commencer cette première hypnose. Donc, voilà. Écoutez, vous n'avez rien besoin de savoir de plus que ça, si ce n'est que vous avez peut-être lu, pour les plus curieux, le petit texte qu'il y avait en dessous, que c'est cette technique d'auto-hypnose qui a été testée sur 6000 cas. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous le remettre. Partager l'écran, voilà. Donc, clic, ça ne marche plus. Ainsi, voilà. Donc voilà, ça a été testé, cette technique, sur plus de 6000 cadres à Londres, mais des cadres dans des entreprises comme Hewlett Packard, voilà, pas des petits, pas des petites. Enfin, c'est pas pour ça que c'est pas parce que c'est une petite entreprise qu'il y a moins de stress. Et voilà, ils l'ont fait en tout cas. Ils ont appris cette technique qui dure 20 minutes à 6000 cadres. Ils ont mesuré toutes les variables de ces personnes avant l'auto-hypnose. Donc, ils ont même dosé la DHEA, qui est l'hormone de jouvence, qui est une hormone sécrétée par les surrénales, qui produit donc, qui entretient la plupart des glandes de votre corps, pas seulement les glandes sexuelles, ils ont même testé l'immunité, les immunoglobulines A. C'est pour ça que effectivement, c'est suite à cette étude d'ailleurs que ça m'a motivé de faire ces 2 séances d'auto-hypnose guidée que certains ont peut-être déjà vues sur notre site internet.
Donc, si vous allez sur notre site nouvellehypnose.com, il y a 2 vidéos gratuites que vous pouvez faire. Il suffit d'aller dans e-shop, c'est tout au-dessus. Vous rentrez dans ce petit onglet tout au-dessus, un peu sur la gauche, et vous allez effectivement accéder notamment d'ailleurs à tous les audios, puisque vous allez pouvoir commander, si vous le souhaitez, les audios de cette séance-ci, mais aussi de tous les ateliers pratiquement que nous avons fait depuis 20 ans, à part qu'ils sont chaque fois réactualisés, qui sont retraités par un ingénieur du son. Et donc, ce sont des séquences qui ont été enregistrées pendant les ateliers. On a pris les meilleures, on les a enregistrées. Donc, vous pouvez les commander en envoyant un petit mail à la secrétaire. Mais il y en a 3 qui sont, il y en a même 5 qui sont gratuites, mais il y en a 3 vidéos. Donc, 2, la première, c'est pour augmenter l'immunité. Donc, ça vaut vraiment la peine de la faire si, par exemple, vous allez dans une situation où vous risquez de croiser beaucoup de gens et surtout des gens qui pourraient porter le Covid-19, puisque ça va augmenter la sécrétion des immunoglobulines A, qui sont en fait les anticorps qui protègent tous les orifices du corps des virus, des bactéries et même des champignons. Donc, voilà, c'est intéressant à faire. Et ça protège, enfin en tout cas, ça augmente la protection naturelle pendant 6 heures, ce qui est effectivement très intéressant. La deuxième que j'ai faite, elle est aussi utilisée pour les gens qui ont attrapé le Covid et qui veulent augmenter leur capacité de résistance au virus et augmenter leur, voilà, leur capacité d'auto-guérison. En tout cas, c'est le but. On n'a pas fait évidemment d'études encore scientifiques sur le sujet, mais et alors, il y en a une troisième pour vos enfants, si vous en avez, pour les aider par rapport au confinement. Donc, c'est une petite auto-hypnose de 10 minutes que d'ailleurs certains adultes m'ont dit qu'ils avaient fait avec beaucoup de plaisir. Donc, on a toujours notre enfant intérieur en soi, et j'espère que vous l'avez toujours. Il faut l'entretenir, il faut lui faire du bien, surtout si on lui a fait du mal. Voilà. Comme disait Pearls, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Et c'est ce que l'auto-hypnose peut d'ailleurs vous permettre de retrouver, c'est de retrouver cet enfant joyeux, énergique, vital, plein de vitalité, avec de la curiosité. Et c'est cette curiosité que je vous souhaite d'activer dans cet atelier. Voilà, mais je crois que je vais arrêter de ce petit partage. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Alors, oui, pour les dépressions, tout à fait. Donc, c'est vrai que j'ai parlé que des troubles anxieux, mais dans les troubles dépressifs et anxio-dépressifs, on a aussi de bons résultats. Les résultats sont plus lents à venir que dans les troubles anxieux, parce que ce sont effectivement des états qui ont diminué les capacités cérébrales. Souvent, dans un état dépressif majeur, on a des difficultés de concentration, de mémorisation, d'adaptation. Donc, ça prend plus de temps. Mais voilà, c'est effectivement très efficace aussi. On travaille aussi avec les problèmes psychosomatiques, avec la douleur. C'est pour ça qu'effectivement, un certain nombre d'entre vous participent à cet atelier simplement pour des problèmes psychosomatiques comme le côlon irritable, les migraines, les allergies, les problèmes de peau, etc. Il y a effectivement énorme, les céphalées tout simplement. Il y a énormément de problèmes psychosomatiques qui se traitent très très bien par auto-hypnose. Il y a même des maladies auto-immunes qui se traitent par auto-hypnose, comme la maladie de Crohn, la rectocolite ulcéro-hémorragique, le lichen plan, le psoriasis. Enfin, c'est extrêmement vaste. Je ne vais pas énumérer tout, mais si ça vous intéresse de le savoir, ce que l'hypnose peut traiter, allez voir sur le site internet. On a mis un chapitre ce que l'hypnose traite. Ça va des acouphènes, des bruits dans l'oreille, en passant par les problèmes de boulimie, en passant par les dépendances, quelles qu'elles soient. Ce n'est pas seulement que le tabac. Ça peut être la dépendance à Internet, à l'écran, aux physioconférences, ou que sais-je. Donc, il y a beaucoup de formes de dépendance qui peuvent nous empoisonner la vie.
Donc, il vaut mieux être dépendant à l'auto-hypnose, qui est naturelle et qui est un fonctionnement dont on a besoin. On a besoin d'eau, on a besoin d'auto-hypnose, on est dépendant à l'eau, on peut être dépendant à l'auto-hypnose. Moi, je recommande à tout le monde de faire une auto-hypnose par jour si vous voulez des résultats. D'ailleurs, effectivement, hein, l'étude sur les 6000 cadres à Londres, c'est faite sur 2 mois avec une demande de pratique de ces 20 minutes, une fois par jour. Et on a mis d'ailleurs, il suffit d'aller voir les preuves et les bienfaits de l'auto-hypnose sur le site, et vous allez voir la brochette des changements qui se sont produits chez ces personnes qui ont fait une séance par jour pendant 2 mois. C'est impressionnant. Si ça ne vous motive pas, alors je ne comprends pas. C'est vraiment très impressionnant. Donc l'hormone, rien que pour rester jeune, hein, je ne parais pas mes 67 ans, hein, je rigole. Mais donc, pour rester jeune, pour rester en bonne santé surtout, physique et mentale, vous allez voir, effectivement, les résultats, c'est vraiment énorme. Ça augmente le plaisir de travailler, ça augmente un tas de choses. Voilà, allez, il faut que je commence maintenant. Il est 8h15.